Merci beaucoup, Aloïse. Du coup, je suis ravi d'être ici. Un petit peu le retour aux sources, là où j'ai pu faire mon doctorat sur la question du numérique à l'époque. Donc aujourd'hui, je vais aborder la question vraiment du rapport homme-robot au travail, voir un petit peu comment ça évolue aujourd'hui, quels sont ces nouveaux échanges en fait, qui doivent se construire entre finalement cet outil, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, et l'homme dans son cadre de travail. Euh, alors, j'ai fait mon article en fait en essayant de contextualiser un petit peu, en montrant un petit peu les différentes évolutions et donner des exemples un peu concrets des robots qu'on peut retrouver dans le monde professionnel. Et après, dans un deuxième temps, c'est comment finalement aujourd'hui on pourrait protéger le travailleur, notamment en termes de santé, dans ce nouveau rapport qu'on lui impose dans le cadre de la relation de travail. Donc s'agissant la science-fiction, comme ça a pu être évoqué à plusieurs reprises, elle est venue à la fois donner une approche optimiste du robot, mais également apocalyptique. Et finalement, on est assez régulièrement confronté à cette lecture très binaire où on n'a généralement pas une approche complémentaire des deux systèmes, enfin du rapport robot-humain, où on se dit finalement soit c'est un ennemi, soit c'est un allié. Aujourd'hui, du coup, je vais moi parler un petit peu de cette relation antagoniste entre cet homme et ce robot dans le cadre du travail. Euh, Tout d'abord, en fait, on peut considérer donc le robot comme un allié du travailleur, et avant même qu'il devienne salarié ou agent du service public, etc., il y a la phase de recrutement dans laquelle on peut faire appel aujourd'hui à des robots. Dans un rapport qui avait été publié en 2022 par le Conseil d'État, il était fait état en fait d'un robot dans une municipalité suédoise qui s'occupait de faire le recrutement des personnes, mais qui supprimait en fait l'ensemble des discriminations à l'embauche, notamment en écartant toute question relative à l'âge, relative au sexe également, et qui était capable de mener un échange quasiment complet avec le candidat jusqu'au recrutement. Donc ça avait un avantage, ça a un avantage sérieux puisque ça supprime en fait tous les biais que pourrait avoir un humain face à un autre humain, comme on le sait très bien, où il y a aujourd'hui des discriminations un peu en tout genre sur beaucoup de sujets. Et donc ce robot permet de supprimer ces biais, même si malgré tout, il faut garder en tête que le robot reste malgré tout programmé par un humain au départ. Donc si l'humain de départ ne supprime pas ces biais, ils resteront malgré tout toujours existants. Ensuite, dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail en elle-même, le robot peut être mis en place en fait pour supprimer certaines tâches dangereuses, notamment dans un rapport en fait de 2019 qui avait été réalisé par le Parlement européen. Il était considéré que la robotisation en fait peut jouer un rôle dans l'amélioration des conditions de travail. Plus précisément, en fait, ce rapport indiquait que l'IA et la robotique devraient être développées et déployées de manière centrée sur l'homme en vue de soutenir les personnes dans le cadre de leur travail, et que l'intelligence artificielle peut également être utilisée pour éviter que les personnes n'aient à effectuer des tâches dangereuses. Donc là, on est vraiment sur la question de l'adaptation du travail à l'homme et là du robot à l'homme. C'est pas à l'homme de s'adapter au robot, il ne faut pas inverser les rôles. Je vais aborder un peu plus le sujet en détail dans la seconde partie de ma présentation. Le rapport également va plus loin en fait, en précisant que ces technologies pourraient réduire l'exposition de l'homme à des conditions de travail nocives et dangereuses, contribuant à créer davantage d'emplois de qualité et décents. Il est donc concevable, par exemple, que les robots soient employés pour des missions, par exemple, de déminage, comme on a pu l'entrevoir ce matin, des incursions également sur des sites
polluer ou pour être placé en première ligne des champs de bataille. Cet dernier exemple en fait des champs de bataille, il y a un projet, le projet Vulcain, qui est un projet qui a été mis en place par l'armée française, qui prévoit dès 2025, donc l'année prochaine, de mettre en place des unités pilotes dans lesquelles il y aurait des robots qui seraient gérés à distance, donc par des personnes, par des humains, pour rentrer sur des champs de guerre, pour justement protéger les humains finalement de la mort en cas d'attaque de la partie adverse. S'agissant enfin du robot d'un point de vue associé, d'un point de vue allié du travailleur, il est également utilisé pour réduire certaines tâches répétitives, fastidieuses. On le voit notamment donc à la fois dans les organisations privées mais également publiques. Aujourd'hui, on connaît parfaitement bien, je pense, les chabots, donc tout ce qui va être agent conversationnel. On connaît très bien ChatGPT et autres outils de cette typologie-là. On en a fait beaucoup de publicité, je pense, malgré que ça existe en réalité depuis de longues dates. Il y a beaucoup de projets qui sont prévus encore en production et qui seront produits en fait d'ici 2027. Il y a à peu près une dizaine d'outils similaires à ChatGPT avec des capacités supplémentaires qui vont être mis en place. Et finalement, c'est un outil avec lequel le travailleur doit exercer sa prestation actuellement. Et du coup, ça peut faire réfléchir. En tout cas, ça nous impose de penser aux problématiques que cela peut engendrer. On sait qu'on doit avoir une prudence vis-à-vis du robot. Ça, on le connaît de manière historique au niveau physique, de la santé physique. On a cette connaissance des écrasements qui peuvent être effectués par des robots qui sont mal réglés sur l'humain, donc tout ce risque en fait pour la santé physique. Mais finalement, on s'aperçoit, en tout cas dans la jurisprudence sociale, il est nullement fait état dans la jurisprudence sociale des risques psychosociaux liés à un usage du robot. Parce que je pense que c'est un sujet qui est empreint de modernité, dans lequel en fait on n'a encore pas assez de recul, ou en tout cas on ne se prononce pas sur ce risque-là, on reste uniquement sur des approches doctrinales. Pourtant, le robot, en fait, a des enjeux majeurs en termes de santé mentale parce que le robot peut créer en fait du stress, il peut créer également une dépendance du salarié ou de l'agent de service public vis-à-vis de ce robot-là. Il peut également être source de surcharge informationnelle, justement en donnant une multitude d'informations au travailleur qu'il doit assimiler pour ensuite exécuter sa prestation de travail. Et tout ça engendre nécessairement en fait, des risques psychosociaux qui sont relativement forts. Au-delà de ça, il est important d'insister sur le fait que l'homme, en fait, est un être de langage, contrairement aux robots, même si on parle d'agents conversationnels, etc. Quand je parle que l'homme est un être de langage, c'est qu'en réalité, que ce soit dans son environnement familial, personnel, professionnel ou intime, l'homme a besoin de parler, d'échanger en partageant, en fait, avec une approche cognitive, psychologique, émotionnelle, que le robot est aujourd'hui pas capable de reproduire dans son entièreté. La problématique, en fait, dans ce sujet-là, c'est que les rapports sociaux se trouvent dégradés et la dégradation des rapports sociaux touche nécessairement à la santé mentale des personnes de manière extrêmement globale, générale. Ça, c'est issu du rapport Golac, en fait, qui avait été fait sur les risques psychosociaux en 2011, dans lequel il était évoqué que la dégradation des rapports sociaux avait nécessairement des effets sur la santé psychologique des travailleurs. Donc le fait d'imposer à un travailleur de travailler en permanence avec un robot peut finalement sur du moyen voire à long terme avoir des effets délétères sur leur santé. En allant encore plus loin en fait dans la réflexion, je me suis questionné en fait sur la relation de l'homme et des avatars dans le cadre du travail. Demain, si on demande en fait à un salarié de s'identifier en fait à un avatar, de construire un avatar pour gérer des situations à distance,
Du coup, est-ce qu'on risque pas en fait d'avoir une perte d'identité du travailleur, du coup de générer en fait une dégradation de l'image qu'il aura de lui-même et nécessairement d'avoir des impacts sur sa santé mentale à nouveau. Euh, Effectivement, en fait, en demandant au travailleur de passer sur un avatar, on lui demande donc de se transférer lui en tant qu'humain, finalement, sur lui en tant qu'outil, que nouvelle figure immatérielle, virtuelle, qui n'est pas lui. Et finalement, dans la relation de travail, si demain la prestation de travail est prévue d'être exercée dans ces conditions-là, certes, il a signé son contrat de travail et il est censé exécuter sa prestation de travail avec les outils qu'on lui donne. Et on doit lui donner des outils suffisants pour l'exercer. Néanmoins, ça pose quand même des questions sur le consentement. Finalement, si le salarié ne consent pas à se transformer, à changer d'identité dans le cadre de la réalisation de son travail, est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas un risque important de dégradation de ses conditions de travail et in fine de sa santé ? Finalement, on se rend compte sur la question de la santé en fait, au travail, c'est un sujet qui est encadré strictement. Le droit de la santé au travail est un droit fondamental qui a été constitutionnalisé. Il y a également le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit également une protection des travailleurs. Et tous ces éléments, en fait, doivent nous guider dans nos décisions et nos actions dans les entreprises et les organisations publiques. L'atteinte à la dignité humaine également est un sujet qu'il faut prendre en compte. Le fait finalement qu'on demande aux travailleurs de perdre son identité, est-ce que c'est pas finalement une forme de perte, d'atteinte à la dignité humaine lorsqu'on va imposer aux travailleurs de s'oublier complètement, de dégrader finalement l'image qu'il peut avoir de lui-même dans le cadre de sa prestation de travail uniquement pour exécuter une tâche. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut... on doit réfléchir et on doit repenser en fait notre système juridique en droit du travail particulièrement, parce qu'aujourd'hui le droit du travail est relativement vague sur ce sujet-là. En réalité, dans le cas du travail, on n'aborde pas la question du robot de manière explicite, hein. Ça reste uniquement sur les nouvelles technologies ou sur les machines, mais on ne parle pas de robots. À aucun moment on aborde ce sujet-là. Donc la question, ce serait peut-être déjà de se dire, finalement, dans les définitions qui sont données sur l'adaptation du travail à l'homme, sur les différents spectres en fait en protection de la santé, c'est le L4121-1 et -2 du Code du travail. Finalement, on a toutes les obligations de l'employeur en termes de protection de la santé, mais on n'a pas la question du robot qui agit. Donc finalement, ce serait peut-être l'idée déjà de dire... d'accord, il faut adapter le travail à l'homme, il faut former le travailleur, mais il faut le former sur quoi ? Précisément sur l'outil numérique, sur la robotique également. Et dès lors qu'il y a un robot avec lequel on doit exercer sa prestation de travail, le travailleur doit nécessairement être formé et le robot doit régulièrement être révisé et réadapté en fonction des capacités, des compétences du travailleur, parce qu'encore une fois, on doit adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. C'est important vraiment d'appuyer sur ça, parce que je pense qu'on peut assez vite l'oublier. Finalement, on peut également se poser comme... question, et en tout cas je pense qu'il est important de revoir le dialogue social dans l'entreprise, d'impliquer l'ensemble des partenaires sociaux, mais également la médecine du travail, de faire intervenir des ergonomes, des formateurs extérieurs, des psychologues sur la question du rapport homme-robot au travail, parce que c'est en ayant une approche en fait pluridisciplinaire qu'on pourra structurer correctement le travail avec les nouveaux, les objectifs et les enjeux à la fois économiques, sociaux, de performance, également humains qu'on retrouve dans la relation de travail. L'importance du dialogue social pourrait être mise en place à mon sens, par tout d'abord la mise en place d'un comité éthique technologique au niveau de la branche professionnelle,
par secteur d'activité qui permettrait en fait de fixer des grandes lignes directrices par secteur d'activité parce qu'ils ont une parfaite connaissance des activités de leur industrie ou de leur métier. J'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie de la chimie. Il y a des comités techniques nationaux qui existent sur différents thème, on pourrait très bien imaginer un nouveau comité sur ce thème-là pour vraiment fixer des grandes lignes en ayant des retours des grandes entreprises, des plus petites entreprises et des moyennes entreprises sur quelles sont leurs pratiques ou en tout cas quelles seraient leurs pratiques si demain ils devaient implanter un robot, mettre un robot en place dans leur société. Dès lors qu'on a dit ça, concrètement, comment ça se passe dans les faits? Après, c'est aux entreprises, par rapport à ces grandes lignes directrices qui seraient mises en place, de prévoir des actions concrètes par le biais, à mon sens, d'un accord collectif qui serait négocié avec les partenaires sociaux, en prenant en compte en fait les éléments de prévention, c'est-à-dire d'information et de formation qui sont les indispensables pour préserver la santé des travailleurs, en prévoyant des actions en disant, voilà, j'implante un robot dans mon entreprise, je dois prévoir tant d'actions de formation et d'information par an, avec un renouvellement qui sera indispensable au niveau annuel ou biannuel. Et à côté de ça, c'est également d'avoir des échanges réguliers avec les responsables, les managers, les différentes directions de l'entreprise pour voir comment conjuguer à la fois la recherche de performance, puisque finalement, quand on implante un robot dans une entreprise, il y a une nécessité c'est un impératif de performance économique. On recherche à accélérer les moyens de production, à produire plus rapidement, de manière plus efficace, mais également avec une plus grande qualité. Et c'est sur ça c'est pour ça qu'il faut appuyer et faire intervenir les différents intervenants dans l'entreprise. Et ensuite, sur la formation en elle-même des travailleurs, il faut réfléchir à une formation graduée en fonction des postes de travail, en fonction des capacités individuelles du travailleur, capacités physiques, capacités intellectuelles. Penser également au niveau organisationnel, au niveau de l'équipe, comment on peut former les équipes ensemble, puisque finalement, une équipe qui va travailler avec un robot, mais qui va se passer en fait les consignes sur différents cycles, je pense notamment sur les sites de production, il faut pouvoir penser à cette passation également parce que le travail ne nécessite nécessairement, en fait, on ne peut pas laisser un travailleur qui travaille le matin, terminer son travail et ne pas laisser les consignes au travailleur qui arrive après et surtout sur les réglages qu'il a fait sur le robot parce que ça peut avoir des impacts très graves en termes d'accidentologie sur les chaînes de production. Donc tous ces éléments, à mon sens, c'est vraiment une approche globale qu'on doit avoir, vraiment avec un dialogue partagé entre les différentes fonctions, en fonction du niveau de responsabilité également, et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Sébastien, sur ces questions totalement passionnantes et cette fois totalement d'actualité, contrairement à certains items que j'ai pu aborder qui sont plus prospectifs. Alors, nous arrivons au temps des discussions. Alors, j'ai déjà identifié quelques questions dans le chat, donc je vais pouvoir les récupérer. Je crois que c'était pendant l'intervention de François-Xavier. On avait une remarque qui disait donc que c'était très intéressant. Les sites pédopornographiques sont interdits, mais comment se fait-il que cette nouvelle réglementation n'ait pas impliqué l'interdiction des sites zoopornographiques? Comment amener le législateur à avancer ainsi sur ce point? Alors, pour essayer de répondre à la question, que ce soit la pédopornographie ou la zoopornographie, il y a toute une problématique liée à la localisation des sites Internet. On est dans le monde virtuel et donc une partie des sites ne sont pas localisés ou ne sont pas français, pour faire simple. Donc, il est plus difficile d'agir. Donc, je pense que c'est on va dire, le principal problème, ça va être cette logique d'internationalisation.
Donc ça, c'est le point fondamental. Après, parce qu'on pense instinctivement au site internet, vous avez aussi tout un contenu sur les réseaux sociaux. Je pense à Twitter devenu X, avec la problématique liée au contrôle du contenu sur ce type de réseau, avec une vocation très, très, très libre sur le partage qu'il peut y en avoir. Donc je pense que c'est la problématique. Et après, c'est l'application. Alors même pour les sites qui vont être plutôt, on va dire, localisés en France, ça va être la problématique de l'application, de l'efficience de la loi et de l'action, d'où ce que je visais avec l'ARCOM, ou voilà, l'action qui pourrait être menée. Donc il y a la problématique aussi d'action en elle-même. Voilà, je pense que ça permet de donner une petite idée. Merci François-Xavier. Alors, je crois que c'était également pendant ton intervention. Serait-il éventuellement possible, à l'issue de cette conférence, d'avoir une petite liste des sources principales sur lesquelles vous vous appuyez, s'il vous plaît ? Alors, c'est-à-dire que là, voilà, cette conférence, c'est justement la conférence de lancement de notre ouvrage. Donc, vous allez trouver toutes les sources disponibles, puisque là, nous faisons simplement les grandes lignes de présentation de ce que nous avons abordé de façon beaucoup plus complète. Donc, la seule chose que nous pouvons vous conseiller, eh bien, c'est de lire justement l'ouvrage où vous allez retrouver toutes les sources citées par François-Xavier et les autres contributeurs. Alors ensuite, je crois que c'était pendant mon intervention, les robots ne sauraient être considérés comme une espèce, pas plus qu'une voiture ou qu'un iPhone. Alors, pour l'instant, je partage effectivement votre opinion. Simplement, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas du tout de cet avis, qui pensent qu'il y a une réelle conscience numérique qui peut exister, un état numérique de conscience. Je pense notamment à Stanislas Dehaene, qui a été cité en conclusion par Catherine Pujolier. Et on a beaucoup de scientifiques qui considèrent qu'on peut avoir une conscience fonctionnelle et non pas simplement biologique. Donc en fait, ce sont des questions qui sont plus complexes, je pense, que ça, et surtout à l'avenir, parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'est pas dans un degré très élevé, effectivement, d'autonomisation du robot, avec tout ce qui fait finalement la conscience. Mais à l'avenir, on a des robots intelligents, des robots apprenants. Et effectivement, j'avais eu l'occasion de répondre aux questions de l'association The Flair et l'association française transhumaniste qui m'ont interrogée justement dans un podcast pour présenter l'ouvrage. Et voilà, donc nous sommes longuement revenus sur ces questions. Je vous invite aussi à regarder peut-être le podcast que vous trouverez sur YouTube, donc sur l'association The Flair. C'est ça, sur la chaîne The Flair. Alors, une petite détente de Georges Sapoutier. Pour épouser un robot, faut-il que celui-ci ait du sex appeal ? Merci Georges pour cette petite boutade. Ensuite, les espèces hybrides existent. Alors, attendez, je n'arrive plus à descendre mon curseur pour voir la fin du commentaire. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Je n'y arrive pas. Est-ce que tu crois que tu peux arriver à... Ah voilà, parfait. Alors, les espèces hybrides existent déjà, animaux transgéniques auxquels ont été ajoutés des gènes humains, y compris primates non humains. Oui, tout à fait. Donc ça, on a abordé la question ce matin dans ma première intervention, justement, sur l'animal augmenté, l'animal mécanisé. Tout à fait. Ensuite, donc merci à Louise pour cet éclairage donc, sur le robot sexuel. On ne perçoit pas toujours au premier abord toutes les problématiques, effectivement. Et puis, donc, dernière remarque, ce qui est gênant, c'est que l'on puisse s'interroger sur la conscience numérique, alors même que l'on n'arrive pas à avoir consensus sur la conscience des animaux, pourtant être vivants. Tout à fait, donc ça, j'y suis revenue également dans le podcast. Simplement, effectivement, depuis 2012, on a la déclaration de Cambridge, où on a des éminents scientifiques, dont Stephen Hawking, qui ont justement dit que les animaux avaient justement un niveau de conscience avec un cortex, etc. Donc maintenant, effectivement, on a scientifiquement une
une réponse en ce qui concerne en tout cas la sentience et la conscience des animaux. Alors pas tous, effectivement, comme le rappelle Georges Chapoutier, où les éponges ne sont pas sentientes, mais désormais il y a un consensus finalement scientifique sur le terme de la conscience animale en ce qui concerne la sentience. Donc là, je pense qu'on a déjà eu pas mal de remarques derrière les écrans. Est-ce que dans la salle, on a des observations ? Oui. Est-ce qu'on peut peut-être donner le micro ? Merci. Oui, j'ai une question pour François-Xavier et une pour Aloïse. Alors la première, donc c'est sur cette question de l'origine, peut-être, je ne sais pas, ça touchera à l'anthropologie ou à la culture, des robots. Le robot chassable était présenté comme quelque chose de plutôt progressiste, avec l'idée d'une raréfaction du comportement de chasse, potentiellement, tandis que le robot sexuel violable, on va dire, était présenté comme quelque chose de régressif qui potentiellement banalisait les comportements de prostitution, de domination de la femme. Voilà, sur la question de cette différence. Et vous avez parlé du tabou autour de la sexualité. Et est-ce qu'à votre avis, ce serait ça qui ferait cette différence ? C'est-à-dire un contact sexuel, tout contact sexuel avec l'animal, quand bien même, peu importe la question de la souffrance, serait quelque chose qui toucherait à sa dignité, qui serait indigne pour l'animal. Tandis que, du coup, la consommation, donc avec éventuellement souffrance et mise à mort, finalement, là, ce serait quelque chose de plus discutable sur la dignité, voire ce ne serait pas indigne. Est-ce que ça serait lié à ça, au tabou de la sexualité ? Alors, oui, donc c'était plus sous forme d'observation, je pense, que de questions. Mais alors, effectivement, je pense que c'est un petit peu différent parce que si effectivement on interdisait la chasse à courre, c'était sur l'intervention de ce matin, effectivement, pour s'il y a quelqu'un qui nous rejoint, si on interdisait effectivement la chasse à courre, ça serait en remplacement, finalement, ce robot animal, donc ce robot gibier. Là, on est un petit peu sur un terrain différent parce qu'effectivement, ça pourrait exacerber la violence, donc c'est d'après les rapports, effectivement, envers finalement les femmes, avoir ces recours aussi prostitutionnels plus fréquents, etc. À l'inverse, j'ai cité aussi des auteurs qui pensent aussi que ça pourrait être utilisé, par exemple, dans les thérapies sexuelles, où certains estiment que justement, par exemple, des pédophiles pourraient justement satisfaire leurs envies finalement sur ces robots enfants avec une apparence d'un enfant et justement avoir moins de comportements sexuels déviants vis-à-vis des vrais enfants. Après, ça reste minoritaire par rapport à ce que j'ai lu sur les comportements violents en règle générale, mais effectivement, il y a aussi cette question. Par exemple, aussi, il y a eu des questions par rapport aux personnes handicapées aussi qui n'ont pas accès à une sexualité comme elles le voudraient. Et donc, est-ce que ces robots sexuels pourraient satisfaire un besoin finalement naturel pour ces personnes ? Les personnes aussi détenues qui n'ont pas forcément toujours accès à la sexualité. Donc ces questions-là se posent aussi. Donc c'est vrai que là, j'ai plus axé sur les risques, c'est vrai. Maintenant, j'ai quand même parlé de ces, notamment des thérapies sexuelles où on pourrait envisager ça, mais à l'inverse, j'ai quand même lu que c'était plutôt marginal, mais on peut effectivement songer, peut-être même des cas particuliers. Mais c'est vrai que, par exemple, j'avais pas mal étudié la question sur les personnes handicapées, où dans certains pays, il y a des assistants sexuels, en fait, qui mettent des personnes en relation. Donc, c'est pas considéré comme de la prostitution, alors que ça le serait sur notre sol français. Et là, on pourrait se dire, effectivement, est-ce que ce robot sexuel ne serait pas une forme finalement de satisfaction pour ces personnes qui n'ont pas accès au corps de l'autre, voire à leur propre corps en fonction de leur vulnérabilité, de leur pathologie. Est-ce que ça répond à votre observation ? Merci.
Je vais essayer de répondre également à votre question. Alors peut-être en deux temps sur le terme tabou, hein, le fait que j'évoquais que c'était un tabou. Je parlais de façon très générale, hein. On voit bien que la sexualité est tabou, qu'on se place du point de vue des orientations sexuelles, même s'il y a une évolution. Louis, tu as évoqué la consécration aujourd'hui, même du mariage entre personnes homosexuelles, qu'on se place du côté des comportements sexuels en eux-mêmes, hein, que ce soit la sexualité physique, la sexualité virtuelle. On voit bien qu'il y a une difficulté de la maîtrise par le législateur de ces questions-là. Tu viens d'évoquer la problématique des assistants sexuels. C'est un vrai tabou en France, alors que c'est légalisé lorsqu'on va aux portes à nos portes, hein, en Belgique, entre autres, en Suisse. On pourrait citer plein d'autres exemples, et des personnes, les personnes âgées, les personnes avec un handicap, etc., où effectivement on est sur des logiques de tabou. Quand on glisse sur les déviances sexuelles, on voit bien que le tabou est renforcé. J'ai pas cité l'inceste, mais effectivement dans l'ouvrage je cite l'inceste, où on s'y a intéressé tardivement, et bien évidemment d'autres paraphilies, dont font partie du coup la zoophilie. Ce qui est d'autant plus étonnant d'ailleurs, c'est que c'est un tabou pour les juristes, mais c'est aussi un tabou, je pense, pour les autres disciplines. Si vous prenez d'ailleurs, moi ce qui m'a étonné quand j'ai travaillé du coup sur cette question-là, je suis allé voir le document donc, de l'Association américaine de psychiatrie. Vous n'avez qu'un mot sur la zoophilie. Il est cité parmi d'autres d'autres paraphilies. Il n'y a pas d'explication, alors que vous avez des fiches complètes, notamment par exemple c'est un exemple que je prends régulièrement sur le frotteurisme, vous avez 2 pages. Mais vous n'avez rien du tout sur la zoophilie, alors même qu'on a quand même une statistique qui est relativement, même si c'est 1%, comme je le disais, ça reste plus ou moins important à l'échelle humaine. Donc c'est pour ça que j'évoquais le tabou. Pour essayer de répondre à votre question sur le parallélisme à la dignité, hein, si j'ai bien compris votre question, je pense qu'il y a 2 liens à faire. D'une part, je pense que le rapport sexuel entre un homme et un animal, qu'il soit pris avec violence ou sans violence, il y a nécessairement, en tout cas comme l'a perçu la Cour de cassation, ou comme le sous-tend la Cour de cassation, et comme certainement on peut l'entendre, on peut y voir une atteinte à la dignité de l'homme. A priori, il n'y a pas que ce soit avec ou sans violence, très clairement. C'est d'autant plus vrai certainement avec violence que sans violence, mais je pense que la problématique finalement n'est pas sur son plan-là. En revanche, c'est vrai que c'est ce que je disais, du point de vue de la protection animale, ça change le regard. En fait, quand on regarde l'évolution de la protection animale, ça fait un peu penser à d'autres évolutions. On parle de la loi Garamond comme étant un sacre, donc la loi qui vient créer la pénalisation des mauvais traitements. Mais à l'époque de cette loi, c'était les mauvais traitements publics et non pas les mauvais traitements privés. Si vous voulez, c'est un peu cette même logique où on perçoit cette loi comme étant une grande avancée pour la protection animale, ce qui était vrai. Mais finalement, ce n'était pas une protection de l'animal pour l'animal, c'était une protection du regard de l'homme vis-à-vis de la violence sur l'animal. Et donc, finalement, il faut attendre 1959 pour que les mauvais traitements soient élargis au cadre privé, pour qu'on vienne protéger l'animal pour l'animal, et non pas simplement le regard de l'homme. Et en fait, ça me fait penser un peu à ce parallèle, où là, le fait de protéger l'animal, y compris dans le texte du coup et dans les termes, vis-à-vis de tout comportement, sans, comme je disais, s'astreindre à une question de consentement, de plaisir et autres, débat qu'on retrouve d'ailleurs chez l'enfant. Est-ce que l'enfant qui a un rapport sexuel, est-ce que lorsqu'il jouit, est-ce qu'il n'y a pas un plaisir qu'il conçoit? En fait, heureusement, il ne faut pas du tout s'ancrer sur ces logiques de ces débats même, et ces logiques-là. Il ne peut pas consentir, donc il peut pas, c'est un comportement qu'on ne peut pas avoir. Donc finalement, pour l'animal, c'est un peu la même logique, ce que vient finalement consacrer le législateur avec cette nouvelle terminologie. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Aussi en mettre en parallèle avec l'élevage, la consommation pour l'alimentation. Là, c'est-à-dire, on ne se pose pas la question est-ce que ça atteint la dignité de l'animal que simplement de le manger et de le faire souffrir de fait, parce que quand on le met à mort et qu'on l'élève, Oui. même dans des conditions, on va dire bio, quand même une part de souffrance. Là, on prend du coup sa dignité, la question de sa dignité dans ce cadre-là. D'accord, je comprends mieux votre question. Alors là, pour vous répondre, je vais faire je vais faire une pirouette de juriste. C'est que, a priori, il n'est pas censé souffrir. Alors attention, hein, je dis bien que c'est une pirouette parce que ce n'est pas vrai. Mais du point de vue des textes, l'animal d'élevage est protégé au même titre que les animaux domestiques et domestiqués, du coup, par le code pénal. Donc, par définition, il n'est pas censé subir un traitement cruel, un sévice, etc. Ce qui explique que normalement hein, sa mise à mort
n'est pas censé être de nature à créer de la souffrance, d'où l'étourdissement, etc. Je dis bien que c'est complètement fictionnel, hein, mais d'après les textes, l'animal d'élevage est censé être protégé et ne pas souffrir, y compris dans sa mise à mort. D'où le débat d'ailleurs sur les problématiques liées au rituel de mise à mort donc la souffrance que ça génère. Et des pays qui viennent du coup interdire ce type de mise à mort parce que attentatoire à l'animal. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est une pirouette parce que d'après les textes, eh bien, il ne devrait pas être amené à souffrir. On sait bien que ce n'est pas le cas. D'où le fait que le paradigme n'est plus le même, puisque sa dignité n'est pas atteinte, puisqu'on peut très bien mourir dans la dignité. Si on fait un parallèle avec l'homme et la volonté, notamment pour certaines associations, de reconnaître l'euthanasie active pour l'homme, on peut très bien mourir dans la dignité. Et donc, ce n'est pas le processus de mise à mort qui pose problème. Donc, c'est pour ça que je fais une pirouette, sachant que c'est fictionnel, hein. Donc, par rapport au principe, je ne sais pas ce qu'en pense Aloïse, mais on pourrait considérer que la dignité n'est pas atteinte en tant que telle. Encore une fois, du point de vue des textes. Merci François. Bah, en fait, monsieur donc m'avait interviewé justement dans la vidéo et vous m'aviez posé cette question. Donc moi j'avais une réponse un tout petit peu différente, c'est-à-dire que j'avais dit que en fait le droit valide certains comportements en fait humains. On va dire que c'est vrai que la chasse par exemple est autorisée, l'abattage est autorisé parce que voilà on répond à des besoins considérés comme étant nécessaires, alors qu'en fait on sait très bien qu'aujourd'hui on peut être végétarien et ne pas consommer de viande et être en très bonne santé. Donc moi c'était sur ce terrain-là en fait où j'avais répondu plutôt que le droit valide ou non certains comportements. Voilà, comme par exemple justement avant la zoophilie n'était pas condamnée, maintenant elle l'est. Donc finalement les frontières sont fluctuantes et on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc c'était la réponse que j'avais formulée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, alors Olivia, ma chère collègue, Je me permets, oui, en vous écoutant, j'avais une interrogation sur l'éventuel continuum entre les représentations et la réalité, ou entre le fait d'avoir des relations sexuelles avec un robot et donc de violer un robot ou de violer une véritable personne. Enfin, c'est cette question du continuum. Est-ce que si l'on viole un robot, on va forcément violer des vraies personnes? C'est quelque chose quand même qui m'interroge parce que j'ai l'impression qu'on confond un petit peu le droit et la morale. En fait, enfin, il y a vraiment. Alors, parce qu'on peut considérer que c'est extrêmement glauque d'avoir des relations sexuelles avec un robot, hein. Enfin, on est vraiment du registre de la morale. On peut dire, oh, c'est pas bien, c'est glauque. Enfin, on peut trouver ça. Enfin, voilà. Moche, mais bon, après on peut se dire ça relève de la vie privée et peut-être qu'il est préférable d'assouvir ses fantasmes en privé et puis de ne pas en faire pâtir bon, des individus. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah, en fait, comme je t'ai dit, d'un côté, effectivement, il y en a certains qui pensent que ça pourrait être un exutoire pour ne pas, en fait, produire ces comportements sur les êtres humains, notamment. Maintenant, c'est vrai que le rapport Sel, notamment, souligne bien que, justement, plus, en fait, on est violent. Alors, on pourrait le voir donc, avec Laurent Bechamclan, qui n'est pas là aujourd'hui, je soulignerai, parce que c'est vrai que l'ouvrage est encore plus riche que ce qu'on a pu présenter aujourd'hui, hein. Nous ne sommes pas tous présents, on en reparlera, où il parle effectivement de la cruauté envers les animaux qui produit en fait d'autres déviances avec un comportement agressif, violent, donc envers les êtres humains. Et là, en fait, le rapport souligne un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y aurait une frontière qui serait floue entre les objets et les personnes. Et donc, en fait, eh ben, il ne saurait plus vraiment faire le distinguo entre l'objet de la personne et donc reproduire les violences en fait qui sont commises sur le robot sexuel parce que finalement beaucoup, ben, on parlait du viol en fait du robot où voilà on a même des fonctions où le robot dit non, je ne veux pas, etc. Donc pour exciter en fait la personne et donc finalement ça serait des comportements reproduits. C'est ce que j'ai, enfin, ce qui est vraiment ressorti de mes lectures. Après effectivement peut-être que certains individus pour eux vont le considérer comme un exutoire et ne pas pratiquer. Après et tant mieux, j'ai envie de dire si ça pouvait
pouvait être le cas, mais même dans les thérapies, effectivement, pour les personnes pédophiles, etc., visiblement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment effectif dans la thérapie, en fait, ce type d'utilisation, alors pas forcément de robots, ça peut être de poupées, effectivement, mais voilà, par une frontière, en fait, à force d'utiliser l'objet de façon violente, comme on l'avait vu d'ailleurs ce matin avec la tortue robot, où en fait, plus l'enfant se comporte de façon violente, donc c'est pour ça que certains proposent que l'on protège les robots pour protéger les humains ou les animaux. Après, voilà, je pense qu'on n'était pas obligé d'aller si loin, mais je trouve en tout cas que ne serait-ce que de songer à ça, ça veut dire déjà que le robot a déjà une place par rapport à notre comportement et la façon dont on va interagir aussi bien avec lui et ensuite avec les autres êtres sentients. Bien sûr. Du coup, j'en profite parce que ça m'y a fait penser tout à l'heure quand tu intervenues. Sur ces travaux, il y a peut-être un lien à faire avec une approche criminologique, et notamment, il y a beaucoup plus de travaux, alors pas sur cette logique de l'utilisation du robot dans ce cas de figure-là, en fait, notamment sur les moyens de communication, sur la pornographie par exemple, ou sur les films et les contenus violents. Dans quelle mesure eh bien, la consultation de ces contenus est de nature à exciter ou au contraire à canaliser. En fait, c'est les logiques les criminologues en fait se rattachent à la théorie de Jean Pinatel, qui considère que ça peut avoir un effet de canalisateur ou de catalyseur, et que ça a surtout une influence sur les personnes vulnérables. Donc les jeunes populations ou les personnes, on va dire, ayant des difficultés particulières ou autres, donc ils classent globalement sur les personnes vulnérables, et effectivement là ça aurait une influence. Pour le coup, les autres personnes, on va dire, c'est de nature à faire la part des choses entre la fiction et ce qui ne l'est pas, et de pas forcément avoir une influence, ou alors une influence qui est complètement réfléchie, et donc un passage à l'acte réfléchi. Mais je pense que ça peut être intéressant, oui, de faire le lien avec les théories, pour le coup, criminologiques. Merci beaucoup. Je me demande s'il n'y a pas une autre question. Alors, on a d'autres observations dans le chat. Dans les atteintes à la dignité, on pourrait aussi parler de l'insémination artificielle dans l'élevage. C'est une forme de viol, non. Là encore, c'est un petit peu ce qu'on disait. En fait, c'est exclu dans la mesure où ça concerne déjà l'élevage. Donc, c'est une forme d'exception. Hein, C'est expressément exclu. et c'est expressément exclu. Est-ce que tu as le texte, non C'est l'article que j'ai cité, alors je sais pas Alors, si je peux le trouver. Mais... François-Xavier a cité dans l'article. C'est pour ça que je vous dis vraiment, le livre est vraiment beaucoup plus complet que nos interventions, parce qu'en 20 minutes, même si on dépasse parfois un petit peu le temps, on ne peut pas non plus tout reprendre. Mais effectivement, en tout cas, c'est une forme de violence à n'en pas douter, mais effectivement qui n'est pas réprimée par les textes. À ce titre, le livre Violence sur les animaux et les humains, le lien de Andrew Lindsay apporte un éclairage sur le sujet. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Non. Par rapport à l'intervention de Monsieur Demey sur le travail, non, on n'a pas des adeptes du droit du travail dans le coin, non? Pas d'autres questions? Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause et nous revenons d'ici 10 à 15 minutes. Merci à tous.